Tout d'abord, pour présenter un peu le cadre, je rappelle que ce webinaire est organisé à la fois par la commission Habitat et Urbanisme des écologistes, qui est animée par Florian Milesi et Carl Lapon, et également par la FEV, la Fédération des élus écologistes, dirigée par Catherine Candelier, tout le monde le sait, et avec l'appui précieux d'Antoine Vilcanet, qui est avec nous également ce soir. Et j'en profite pour rappeler que si vous êtes élu, n'hésitez pas à adhérer à la FEV. Ça nous permet d'avoir de l'énergie et des Antoine pour organiser justement ce type d'événement et de monter en compétences tous les uns les autres. Et donc, c'est avec Émilie Sarrazin, que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissent, qu'on a co-organisé ce webinaire qui eh bien, est conçu sur un sujet qui est au carrefour, on le sait, de énormément d'enjeux, que ce soit le logement, l'eau, la biodiversité, l'alimentation, le carbone, le développement économique, le budget ou la fiscalité des communes, les sols vivants, ou dit autrement le foncier, c'est selon. Enfin, en tout cas, on sait bien à quel point ce texte de loi, le ZAN, ces pratiques peuvent concerner beaucoup d'élus, de pratiques à tous les niveaux. Et donc, on a souhaité commencer un cycle de webinaires, au moins 3 webinaires sur les mois à venir, par une sorte de remise à niveau, en quelque sorte, puisque le texte ZAN a beaucoup bougé sur les 3 dernières années depuis sa promulgation en 2021. Et donc, il était intéressant déjà de se remettre bien à niveau sur les enjeux. Et pour cela, c'est Margot Olvoet, directrice de l'Institut de la transition foncière, et que nous remercions, qui pourra nous présenter cela. Et j'ai aperçu aussi le président de cet institut, Jean Guilloni, que je profite pour remercier également. Nous aurons ensuite l'intervention de Félix Mailly, de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Félix est chargé de mission artificialisation des sols au sein de la direction des programmes et du plaidoyer de cette fondation. Et il reviendra, lui, plus précisément sur les évolutions justement juridiques de ce texte et les enjeux notamment en matière de logement. On pourra prendre un petit temps de questions-réponses alors, après une présentation par Émilie d'un bref tour des régions pour savoir où est-ce qu'on en est chacun les uns les autres du ZAN. Des étages évidemment très différents. Et puis Lisa Bellucco, donc notre députée en charge de ce sujet, qui est en session parlementaire justement sur la loi de simplification économique en ce moment, qui concerne très fortement le ZAN, interviendra à 21h avant de retourner en session et de passer la parole aussi à Ronan Dantec, notre sénateur aussi, qui accompagne ce sujet et qui, lui, pourra revenir plus exactement sur la loi Trace et ses funestes résultats, en tout cas au Sénat. Et voilà, je pense qu'on aura un autre temps de questions-réponses et ce sera déjà pas mal. Et voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais c'est important de poser le cadre. Et donc, Margot, eh bien, je te laisse nous rappeler quels sont les enjeux de cette loi ZAN si importante. Pourquoi réduire l'artificialisation des sols? Merci beaucoup, Nicolas, pour cette introduction. Donc, effectivement, je vais, dans cette présentation, partager deux éléments principaux. D'abord, rappeler effectivement les enjeux du ZAN. Pourquoi est-ce qu'on s'est doté de cet objectif? Quels sont donc les enjeux derrière et l'objectif derrière cet objectif? Et puis, je reviendrai aussi sur quelques éléments sur le comment. Alors, je laisserai ensuite Félix détailler plus précisément vraiment le ZAN, ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais on va quand même parler ici aussi d'enjeux un peu d'appropriation par les acteurs et des enjeux, des freins qui peuvent se poser au ZAN, mais aussi quelques leviers. Un mot d'abord quand même sur l'Institut de la transition foncière. Peut-être que tout le monde ici ne connaît pas, donc que vous ayez bien en tête d'où je parle. Donc, l'Institut de la transition foncière est une association, loi 1901,
reconnue d'intérêt général qui œuvre à la préservation des sols vivants. Et nous, notre démarche est de travailler sur l'évolution des modèles économiques, techniques et de gouvernance pour favoriser la préservation des sols. Donc, on se situe assez en amont des potentielles dégradations des sols et aussi en amont de leur restauration. L'Institut, c'est aussi une démarche collective, hein. On a une gouvernance partagée entre entreprises d'une part, État opérateur, le monde de la recherche aussi qui est représenté dans nos gouvernances, la société civile à travers l'administrateur FNU de France, et puis bien sûr les collectivités locales, en l'occurrence avec Intercommunalité de France. Donc on a 3 activités. Je terminerai là-dessus pour la présentation de l'Institut. Une première activité de recherche à travers la création d'une chaire de recherche sur la transition foncière, qui est la première chaire pluridisciplinaire sur les sols en France et qui vise à améliorer la connaissance de ces enjeux de transition foncière, mais aussi de faire un transfert de la recherche vers l'opérationnel, une activité d'outils et d'études, donc pour lever les freins à la préservation du sol, et puis une activité aussi de plaidoyer pour porter la voix des sols vivants dans les politiques publiques nationales et puis aussi locales, mais également européennes. Alors, j'en viens maintenant au cœur de cette présentation. Le ZAN, pourquoi on s'est doté de cet objectif? Plusieurs manières de le voir. La manière un peu préférentielle qu'on a, nous, c'est d'approcher la question des sols et de leur préservation par les fonctions, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils fonctionnent et derrière, quels services est-ce qu'ils donnent aux humains et puis à leurs activités. On peut décrire les fonctions, alors parfois on va dire qu'il y en a 4, parfois 6, parfois plus. Nous, on se base sur les fonctions des sols qui sont présentes dans la loi française, à travers la loi climat et résilience, à travers 4 fonctions. La fonction de stockage carbone, la fonction hydrique, la fonction support et habitat de biodiversité, et puis la fonction liée à la production alimentaire. Donc, si je donne quelques chiffres clés maintenant sur ces 4 fonctions, pour insister donc sur l'importance prédominante qu'ont les sols dans la transition écologique, mais de manière générale, en fait, dans la vie humaine et la vie sur Terre en général. Sur la question, sur la fonction du stockage carbone, il faut avoir en tête que les sols sont aujourd'hui le premier puits de carbone au niveau mondial, devant les forêts et les océans. Ça, c'est assez récent. C'est en fait lié aux impacts du changement climatique sur les forêts et sur les océans qui font qu'ils ont une moindre capacité de stockage carbone. Et donc, la recherche scientifique a récemment montré que les sols et puis les fonds d'étangs, notamment de tourbières, de zones humides, désormais stockaient davantage de carbone. Du côté de la biodiversité, désormais, le chiffre à retenir aussi, qui est considérable, c'est que les sols abritent 60% de la biodiversité mondiale dans les sols, hein, sans parler de la biodiversité au-dessus des sols, donc la végétation, les mammifères, etc., simplement en parlant de ce qui se trouve dans les sols. Donc ça va être des microbes, des bactéries, mais aussi des champignons, des micro-organismes, donc qui constituent jusqu'à 60% de la biodiversité mondiale. Si on vient maintenant sur la fonction hydrique, un autre chiffre à avoir en tête, c'est que 1 m3 de sol, il peut stocker, en fonction du type de sol, jusqu'à 300 litres d'eau. Donc voilà, c'est un rôle bien sûr important à la fois sur la production alimentaire, mais aussi évidemment sur la question de l'infiltration de l'eau dans le cadre de risques d'inondation. Et puis bien sûr, les sols, quand on parle du potentiel agronomique, du potentiel de production alimentaire, évidemment, l'essentiel de l'agriculture aussi actuelle repose évidemment sur les sols et de préférence sur les sols vivants. Donc tout ça peut être résumé par ce schéma. On part des propriétés du sol. Donc les propriétés, ça va être de quoi le sol est constitué, c'est-à-dire à la fois ces différentes strates qu'on appelle les horizons, mais aussi ces différentes phases, donc sa composition en termes de liquide, sa composition gazeuse, sa composition en termes de micro-organismes, de matière organique, pardon, et puis en termes de minéraux. En partant de ces propriétés, on va avoir donc un certain nombre de fonctions qui vont donner un certain nombre de services écosystémiques à l'homme et à ses activités. Donc, avec ces services écosystémiques, on parle aussi bien de production de médicaments à travers l'usage des molécules qu'il y a dans le sol. On parle aussi, bien sûr, d'alimentation. On parle aussi, j'ai parlé des enjeux de l'eau, régulation du stockage de l'eau, mais aussi filtration de qualité de l'eau. Ce qui est moins connu, c'est que le sol a aussi une fonction de régulation de la qualité de l'air, parce qu'il y a aussi un pouvoir filtrant à travers le sol. Donc, tout un ensemble de services qui devraient nous convaincre, en tout cas, de préserver davantage les sols.
Une autre manière d'aborder la question du pourquoi réduire l'artificialisation des sols, c'est l'approche plus risque, un peu en miroir de cette approche fonction que je viens de présenter, avec là encore quelques grandes idées à retenir. D'abord, le fait que les sols soient le premier réservoir de biodiversité, mais aussi le support d'un tout un ensemble de réseaux trophiques, c'est-à-dire de chaînes alimentaires, donc le support de toute la biodiversité terrestre, fait que le changement d'usage des sols, donc notamment l'artificialisation, est aujourd'hui une des premières causes d'effondrement de la biodiversité partout dans le monde. Un deuxième élément important aussi à avoir en tête, notamment dans les contextes de crise agricole répétée qu'on connaît ces dernières années, c'est que l'artificialisation des sols, elle se fait surtout sur les terres agricoles, de l'ordre de 60% environ de l'artificialisation qui se fait sur les terres agricoles. Et ça correspond en 50 ans à 3 millions d'hectares de surface agricole utile, ce qui correspond à peu près à la surface de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc lutter contre l'artificialisation des sols, c'est aussi participer à résoudre certains aspects des crises agricoles. Et enfin, côté inondation, à avoir aussi en tête 19 millions de Français et de Françaises qui sont concernés par les risques inondation. Euh, donc une partie considérable de la population. Et puis on pourrait ajouter aussi les risques liés au sol sur, par exemple, les enjeux de retrait gonflement des argiles qui concernent aujourd'hui 3 communes sur 4, etc., etc. Donc en fait, voilà, le prisme sol permet de couvrir un large spectre d'enjeux de la transition écologique et la préservation des sols, d'apporter de nombreuses solutions à tous ces enjeux. Alors maintenant, quand on parle d'artificialisation, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire en termes de définition et puis en termes de dynamique. Dans la loi française aujourd'hui, l'artificialisation des sols, elle est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, donc les 4 fonctions que j'ai précitées. Donc cette définition, elle est intéressante parce qu'elle a une véritable approche qualitative de l'artificialisation, alors que, en fait, dans le cadre du ZAN, on a une comptabilisation de l'artificialisation, non pas par cette approche qualitative, comme le supposerait la loi, mais par une approche en comptabilisation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et ça, je pense on y reviendra plus tard dans le webinaire, parce que c'est un des enjeux de l'actualité, aussi bien dans le cadre de la proposition de loi Trace que du projet de loi simplification qui est actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Un autre élément qui est important de définir aussi, c'est la question de la renaturation. Parce que quand on parle de zéro artificialisation nette, on a d'un côté le calcul de l'artificialisation, mais si on parle du net, ça veut dire qu'on soustrait un certain nombre de surfaces renaturées au comptage de l'artificialisation. Donc là, en l'occurrence, la renaturation, prise dans le sens de la loi climat et résilience, c'est la restauration ou l'amélioration de la fonctionnalité des sols. Voilà, donc après, on peut avoir tout un enjeu de débat sémantique, mais en tout cas, voilà, on a vraiment cette notion de fonctionnalité des sols qui est intéressante pour, pour avoir en tête. Ceci dit, ce qu'il faut bien souligner aussi, c'est que donc, la renaturation, elle est essentielle, hein. Aujourd'hui, on considère que à peu près 60% des sols européens ils sont dégradés pour diverses raisons, dont l'artificialisation, mais pas seulement. Donc, nécessaire de restaurer ces sols pour améliorer leur fonctionnement. Néanmoins, voilà, la renaturation a été chiffrée sur des coûts de 50 à 800 euros par mètre carré. Donc, voilà, l'idée, c'est d'aller davantage vers une approche d'évitement de destruction, bien sûr, avant de songer aussi à la renaturation. Alors maintenant, sur les dynamiques d'artificialisation, première chose rapide à préciser, on a plusieurs méthodes de comptabilisation de l'artificialisation. Celle qui est la plus souvent citée, c'est la méthode de comptabilisation par l'étude des fichiers fonciers. Donc, c'est-à-dire les fichiers qui vont servir ensuite à l'imposition. Donc, c'est les chiffres qui sont notamment utilisés par l'Observatoire de l'artificialisation qui est produit par le CEREMA. Donc, selon cette méthode-là, c'est le trait discontinu là en bas. À droite, on est donc sur une moyenne de un peu plus de 20 000 hectares artificialisés chaque année en France. Maintenant, si on prend la seconde méthode de comptabilisation de l'artificialisation, qui est une méthode qui existe depuis plus longtemps, qui sert aussi à faire des comparaisons européennes
qui est la méthode dite théorie du cas, qui fonctionne par échantillon et puis ensuite par traitement statistique. Là, on est plutôt autour de 60 000 hectares consommés par an en France, donc un hectare en gros, un terrain de football, donc 60 000 équivalents terrains de football qui sont artificialisés chaque année en France, donc essentiellement, encore une fois, sur des terres agricoles. Si on regarde maintenant plus précisément ces dernières années, on voit un rythme de l'artificialisation qui a une forme de tendance baissière qui peut s'expliquer par peut-être tout un ensemble d'éléments, mais notamment probablement un ralentissement du secteur de la construction à la suite de la crise économique de 2008-2009. Hein. C'est une des explications plausibles à ce ralentissement, mais ce qu'on voit aussi, c'est on a atteint en fait un plateau depuis 2015 avec des fluctuations assez faibles et donc pas un véritable infléchissement de l'artificialisation des sols. En termes de répartition géographique de cette artificialisation, on a une forte concentration plutôt sur les littoraux et notamment sur l'ouest, en fait, avec une forme de ruée vers l'ouest. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'artificialisation, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en tête, elle n'est pas particulièrement plus forte autour des grands centres urbains. En fait, elle est aussi, voire avant tout, portée par des dynamiques d'artificialisation dans des communes qui sont plutôt en baisse de dynamique démographique, donc beaucoup de communes rurales. Donc, il y a un vrai découplage, mais ça, je pense que Félix Félix Maillet de la Fondation pour la Nature et l'Homme reviendra dessus juste ensuite. Il y a un découplage entre la population, l'augmentation de la population, et puis les dynamiques d'artificialisation des sols. Comment on en est arrivé au ZAN? Donc le ZAN, c'est donc la loi climat et résilience de 2021, mais il n'est pas venu de nulle part, cet objectif. Le premier objectif de réduction de l'artificialisation, il date de la loi SRU en 2000, qui est plus connue en fait pour l'objectif lié aux logements sociaux que pour cette réduction de l'artificialisation. Mais la loi SRU, elle dotait les documents d'urbanisme d'un objectif, notamment les SCOT, d'un objectif de consommation économe de l'espace. Alors, on a vu que, voilà, après SRU, on n'a pas vu une inflexion de la dynamique d'artificialisation. Au contraire, ça a continué à augmenter jusque dans les années 2008. Et à la suite de SRU, on a eu d'autres lois, Grenelle, Allure 2009, 2014, qui sont venues essayer de doter les collectivités, par le biais des documents d'urbanisme, de moyens de maîtriser cette artificialisation, mais là encore, sans succès. Donc, on en est arrivé à un plan de biodiversité en 2018 et puis la Convention citoyenne pour le climat qui a repris l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050 parmi ses propositions. Et donc, la loi climat et résilience ayant pour objectif de traduire les propositions de la Convention citoyenne pour le climat dans la loi, a donc repris cet objectif-là. Et puis, en parallèle, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on a un objectif européen de zéro artificialisation nette à horizon 2050. C'est le No Net Land Take, qui est issu d'une feuille de route de 2011, qui est un objectif non contraignant, mais néanmoins qui a commencé à influer dans les politiques des différents États membres. Et ça, on aura l'occasion d'en parler lors du Forum européen de la transition foncière qui est organisé donc par l'Institut le 15 mai à Sciences Po, et j'y reviendrai à la fin de ma présentation. Quelques mots maintenant sur les enjeux d'appropriation de cet objectif. On a beaucoup entendu parler, j'imagine vous aussi, de cette fameuse proposition de loi Trace défendue au Sénat, enfin par les sénateurs, notamment les Républicains, et qui devrait arriver donc à l'Assemblée dans les prochains mois et sur lequel on aura l'occasion de revenir dans ce webinaire. Donc une vision du ZAN assez, assez négative. Dans le même temps, ce qu'on observe, nous, dans les territoires, et sans doute que vous aurez aussi à partager là-dessus, on a quand même une forme d'appropriation assez importante du ZAN par les élus locaux, avec un certain nombre de SRADET, de documents régionaux qui ont déjà intégré l'objectif ZAN, qui ont été révisés pour intégrer l'objectif ZAN, et de même, les SCOT et les PLU et les PLUI ont également entamé cette démarche d'intégration de l'objectif de zéro artificialisation nette dans ces différents documents.
Et ce qu'on voit aussi, de par les retours des différents acteurs publics locaux, notamment à travers une étude de l'ACET qui a publié un livre blanc sur Lausanne, c'est qu'il y a aussi une réappropriation des enjeux d'aménagement du territoire, davantage axée sur la sobriété foncière et puis sur les réflexions, enfin, une forme de nouvelle réflexion autour de l'aménagement du territoire qui est permise par cette politique de zéro artificialisation nette. Au-delà des acteurs publics, du côté des acteurs privés, on est loin aussi d'un rejet massif du zéro artificialisation nette. Notamment, les agriculteurs se sont positionnés en faveur du ZAN. Encore une fois, en contexte de crise agricole, c'est pas inutile de le rappeler à travers les acteurs assez classiques du monde agricole, FNSEA, Jeunes Agriculteurs, Fédération paysanne aussi, bien sûr. Mais voilà, on a une forme de consensus dans le monde agricole en faveur du zéro artificialisation nette. Mais aussi, au-delà du monde agricole, on a des transformations qui sont en cours dans le secteur du bâtiment, de la construction, avec certains qui se dotent d'objectifs de 95% de projets en renouvellement urbain à l'horizon 2050. Alors après, bien sûr, il faut que ce soit traduit dans les faits, mais en tout cas, voilà, on n'est pas sur une mobilisation massive contre le ZAN en réalité. Donc c'est intéressant aussi. Et puis, de même, du côté des ordres professionnels, des architectes, des géomètres experts et d'autres, on a aussi des politiques, enfin des prises de position en faveur de la réduction de l'artificialisation. Donc, ce qu'on a montré notamment à travers l'appel pour une politique nationale des sols que l'Institut a lancé avec une coalition d'acteurs, donc la région Bretagne, le département Loire-Atlantique, le syndicat mixte Savoie Métropole, donc qui est le SCOT de la métropole Savoie, mais aussi donc le Conseil national de l'ordre des architectes, l'ordre des géomètres experts, etc. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas non plus de dire que tout est facile dans la mise en œuvre du ZAN. Nous, en général, on va qualifier trois types de freins à la sobriété foncière. D'abord, des freins liés à la connaissance, donc que ce soit des connaissances sur la qualité des sols, pour pouvoir piloter une planification en accord avec la qualité des sols, mais aussi des connaissances en termes d'ingénierie aussi, hein, de techniques, d'ingénierie pour la planification, mais aussi pour la réalisation des projets en renouvellement urbain. Des freins liés aussi aux enjeux de gouvernance, notamment autour des stratégies foncières. Comment est-ce qu'on fait pour préserver des espaces naturels, agricoles et forestiers si, en tant que collectivité, on n'a pas forcément les moyens de faire du portage de ce foncier-là sur le long terme. Et puis, bien sûr, les enjeux de modèle économique qui sont importants quand on parle du zéro artificialisation nette, puisque voilà, ça reste plus cher de construire ou de plutôt produire des opérations en renouvellement urbain plutôt qu'en artificialisation, notamment sur des terres agricoles. Donc voilà, il y a des enjeux de travail sur la fiscalité, sur les appuis financiers qui peuvent être apportés aussi aux collectivités et aux acteurs, mais aussi sur des révisions, transformations des bilans d'opération. Sur les appuis, donc il y a un certain nombre de dispositifs qui existent pour accompagner des projets en renouvellement urbain, donc, qui sont portés notamment par la NCT, mais aussi la Banque des territoires, avec bien sûr des enjeux de montants qui sont insuffisants et puis de risques hein, sur ces différents fonds de soutien dans le contexte budgétaire actuel. Mais en tout cas, ça a permis aussi de faire un certain nombre de projets. Je vous disais en introduction que l'Institut s'est donné pour mission de lever les freins à la sobriété foncière et les freins en général à la préservation des sols. Donc, on essaye d'avoir vraiment une démarche d'innovation sur ces questions-là. Et en particulier, je vais illustrer cette idée avec le travail de l'Institut sur la question du modèle économique de l'aménagement, avec une proposition de transformation du bilan d'opération, donc le bilan qui sert à faire des opérations d'aménagement et de promotion. Nous, on va venir visibiliser la dette écologique qu'il y a à détruire les fonctionnalités des sols, et ce qui fait que les projets qui sont en artificialisation deviennent comparativement plus chers que des projets qui sont en renouvellement urbain, du fait de l'intégration de cette dette écologique qu'on va compter en fait en chiffrant la nécessaire renaturation à la fin du cycle de vie de l'opération. C'est un peu technique, mais c'est une des propositions innovantes qui existent aujourd'hui pour travailler sur le déséquilibre du modèle économique de l'aménagement. Au-delà de cette proposition, on travaille donc avec nos différents adhérents et partenaires
sur un certain nombre d'outils et d'études pour lever les freins à l'artificialisation et en particulier, on parlait aussi de renaturation au début. On travaille sur un guide référentiel des techniques de renaturation qui va fonctionner comme un outil d'aide à la décision pour créer des projets, enfin, pour mettre en œuvre des projets de renaturation. Donc, c'est quelques exemples de ce que fait, ce que porte l'Institut. Donc voilà, la porte de l'Institut est ouverte pour travailler sur ces différents sujets, aussi bien sur les modèles techniques, sur les modèles de gouvernance, sur les modèles économiques de la transition foncière. Et donc, je vous retrouve peut-être au Forum européen de la transition foncière qui aura lieu le 15 mai à Sciences Po à 16 heures. Donc, on abordera cette question de la gouvernance européenne des sols vivants, les impacts aussi dans les États membres et donc en France. Et puis, on fera aussi un tour d'Europe des bonnes pratiques sur la sobriété foncière pour voir ce qu'il y a à apprendre chez nos voisins européens en la matière. Voilà. Très bien, merci beaucoup Margot. C'est hyper clair, ça donne envie d'aller creuser beaucoup de sujets parce qu'il y a une immense richesse autour de ces travaux et notamment on le voit bien sur la fiscalité. Donc ça fera l'objet a priori hein, d'un prochain webinaire puisque à la fois l'équilibre des opérations pour les communes mais aussi le mode de comptabilité de ces opérations foncières peut largement être interrogé. Donc on aura l'occasion. On va pas prendre de questions-réponses tout de suite. On va laisser Félix nous raconter les évolutions juridiques de la loi climat et résilience et notamment ces enjeux autour du logement. Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc justement, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager les conclusions d'une étude que nous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, avec la Fondation pour le Logement, donc qui est l'ancienne Fondation Abbé Pierre, on a réalisé sur la conciliation entre production de logements et protection des sols. Et donc avant ça, on voulait simplement prendre quelques minutes pour rappeler et expliciter le cadre normatif autour du ZAN et autour de la lutte contre l'artificialisation que Margot a déjà commencé à aborder. Euh, alors, donc simplement, la loi climat et résilience en 2021, elle a posé deux objectifs. Donc, le premier, c'est l'objectif en 2050 du zéro artificialisation nette. Donc, en 2050, chaque surface qui sera artificialisée devra être compensée par une surface renaturée. Mais on a également un deuxième objectif, donc un objectif intermédiaire en 2031, qui est donc de réduire de moitié la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la décennie précédente, donc par rapport à 2011-2021. Donc on passerait de 243 000 hectares qui ont été consommés entre 2011 et 2021, oui, c'est ça, et à 121 500 hectares entre 2021 et 2031. Et donc, pour ça, en fait, ces grands objectifs nationaux, on a une certaine méthode pour les intégrer et pour les décliner dans les territoires, afin qu'en fait, on vienne s'adapter aux spécificités des territoires et qu'on ne vienne pas demander à chaque commune forcément de réduire de moitié l'artificialisation, mais plutôt que ça se fasse de manière intelligente et concertée, et qu'on vienne en fait prendre en compte les besoins économiques, les besoins démographiques des territoires. Donc pour ça, on a une territorialisation qui s'effectue en premier lieu à l'échelle des régions, notamment avec les différents documents de planification, d'aménagement du territoire. Donc c'est ce qu'on retrouve sur le graphique avec la mention des SRADET, des SAR, des PADUC et des SDRIF, qui sont les documents à l'échelle des régions. Donc chaque région doit, elle, diviser par deux son rythme d'artificialisation, mais grâce à ce document, elle va venir répartir l'effort au sein du territoire. Donc, par exemple, la région Normandie a décidé de faire une répartition un peu différente selon les zones. Pour certains territoires, elle va demander une réduction d'environ 42% de l'artificialisation, pour d'autres plutôt aux alentours de 60% en fonction des différents besoins. Donc, les régions avaient jusqu'à novembre 2024 pour mettre à jour leurs documents d'urbanisme. Aujourd'hui, sur les 13 régions de l'Hexagone, on en est à 9 qui ont ou qui sont sur le point d'avoir un document qui intègre totalement le ZAN. On en a encore 3 qui n'ont pas forcément de calendrier précis et qui n'ont pas encore intégré l'objectif ZAN.
Ensuite, une fois que les régions ont commencé à décliner ces objectifs, c'est notamment les SCOT, donc les schémas de cohérence et d'organisation territoriale, qui vont venir répartir à nouveau les hectares à utiliser. Et donc les SCOT, c'est plutôt au niveau des bassins d'emploi, des bassins de vie que se fait la répartition. Et donc ces SCOT, c'est jusqu'en 2027 qu'ils ont pour intégrer les objectifs du ZAN. Et enfin, on a l'intégration de cet objectif ZAN par les PLU, donc au niveau des communes, d'ici 2028. Et donc, c'est véritablement à ce moment-là que le ZAN rentrera en vigueur, quand en fait la fermeture ou l'ouverture des zones à urbaniser sera contrainte par le nombre d'hectares que les communes disposent. Et donc, si on agrège en réalité l'intégralité de cette enveloppe disponible, on tombe donc sur ces 121 500 hectares que les régions peuvent répartir. Mais en réalité, les régions, elles n'ont pas véritablement 121 500 hectares à répartir, puisque en fait le compteur d'artificialisation tourne et on a une artificialisation qui continue à peu près au même rythme. Donc entre 2021 et 2022, il y a déjà 41 200 hectares qui ont été utilisés par les communes, alors même que les régions n'ont pas encore réparti les hectares possibles. Donc en réalité, on est plutôt aux alentours de 80 300 hectares qu'on va pouvoir venir répartir. Et il y a d'autres évolutions législatives qui en fait viennent contraindre la liberté de répartition de ces hectares au niveau régional. Donc notamment, c'est en 2023 une première loi qui est venue attribuer à chaque commune la garantie communale. Donc chaque commune dispose d'un hectare qu'elle peut artificialiser comme elle le souhaite. Donc ça a été mis en place notamment pour répondre aux craintes de certaines communes qui avaient peur de se sentir lésées dans la répartition des hectares et de leur garantir d'une certaine manière le droit au projet. Cependant, ça pose un certain nombre de problèmes parce que, au final, on se rend compte qu'il y a pas mal de communes qui avaient artificialisé beaucoup moins qu'un hectare et qui se retrouvent finalement avec une enveloppe plus importante, des communes qui n'ont pas forcément de projet. Et donc, on vient en fait figer des hectares disponibles sur ces communes-là, euh, alors qu'il n'y a pas de projet démographique, de projet économique. On a un autre mécanisme aussi, qui est le mécanisme des PENE, donc les projets d'envergure nationale ou européenne. Et donc là, en fait, on vient réserver 12 500 hectares pour ces projets-là. C'est l'État, après avis des régions, qui vient fixer la liste de ces projets pour lesquels est réservé un quota d'artificialisation. Donc, pour vous donner une idée, ce type de projet, c'est notamment des projets d'infrastructure de transport. On retrouve notamment l'A69, qui était listé dans ce type de projet, ou le canal Seine-Nord également. On peut aussi lister des projets industriels ou des projets liés à l'énergie qui vont être utilisés pour ces projets-là. Euh, donc, en réalité, la capacité d'aménagement est déjà assez contrainte. Euh, et on pourrait se dire que l'objectif de 2031 est assez respecté puisqu'on reste dans cette enveloppe-là. Mais au fur et à mesure des avancées législatives, cette enveloppe des 121 500 hectares est mise à mal et il y a de plus en plus de risques qu'on ne respecte pas totalement cette enveloppe de 121 500 hectares. Donc l'un des premiers risques, c'est notamment lié au projet de loi dont on va discuter un peu plus tard, donc la proposition de loi Trace et le projet de loi de simplification de la vie économique, qui ont prévu d'exclure un certain nombre de projets du ZAN, donc on ne viendrait pas comptabiliser leur artificialisation. Ensuite, on a la question donc, des projets d'envergure nationaux ou européens. Et en fait, cette enveloppe des 12 500 hectares, elle n'est pas plafonnée. C'est-à-dire que si l'État décide d'inscrire plus de projets que ces 12 500 hectares, eh bien, les projets supplémentaires, on ne viendra pas comptabiliser l'artificialisation qui en découle. Donc, c'est un premier risque de non-comptabilisation de l'artificialisation. On a aussi un autre risque. Il y a une circulaire qui est passée et qui permet aux communes de dépasser jusqu'à 20% la consommation d'hectares qui leur a été attribuée. Donc là encore, on n'est pas sur 121 500 hectares, mais plutôt sur une enveloppe qui gonfle et qui risque de mettre à mal l'atteinte de nos objectifs. Donc voilà, c'était
Simplement pour vous donner un premier aperçu des enjeux autour de la déclinaison du ZAN et quels sont les risques autour de cette mise en œuvre du ZAN. Et donc, moi aujourd'hui, ce que je souhaitais mettre en avant, c'est notamment une étude que l'on a réalisée avec la Fondation pour le logement, qui vient s'interroger en fait sur comment réussir à produire du logement tout en protégeant les sols. Donc pour ça, on a réalisé une étude en venant interroger de nombreux acteurs de l'aménagement du territoire et en faisant des études de cas avec 16 collectivités locales qui étaient engagées dans des démarches pionnières pardon, de transition foncière et donc qui avaient assez d'expérience pour pouvoir nous raconter les limites, mais aussi les solutions pour réussir la sobriété foncière. Donc Margot l'a dit tout à l'heure, elle a montré notamment l'importance des conséquences sur la biodiversité de l'extension urbaine, mais il faut aussi rappeler qu'en fait cette extension urbaine, elle a des conséquences non seulement sur la biodiversité, mais aussi des conséquences sociales assez importantes puisqu'en fait, le modèle de l'extension urbaine, il est venu séparer les zones d'habitation et les zones d'emploi, renforçant notamment la dépendance des ménages à la voiture individuelle et donc la dépendance énergétique et aussi financière à ce mode de transport. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui spécialement à la question du logement? C'est parce que, en fait, l'artificialisation, elle est majoritairement faite pour produire du logement. Les deux tiers de l'artificialisation, c'est pour l'habitat. Et pourtant, malgré la quantité d'espace qui est attribuée à la question du logement, le nombre de personnes mal logées en France est conséquent et ne diminue pas. On est environ à 4,2 millions de personnes qui sont mal logées en France, dont 330 000 qui n'ont pas de logement. Et donc, l'un des objectifs de cette étude, c'était de répondre en fait à cette tension entre comment produire du logement tout en protégeant les sols. Et pour ça, on a proposé trois grandes solutions. La première solution, c'est réussir à produire du logement sans construire. Et donc, c'est réutiliser ce qui est déjà à notre disposition. Donc, c'est notamment réutiliser les logements vacants, réutiliser les résidences secondaires, mais aussi les bureaux vacants, repenser la manière d'utiliser l'espace, repenser comment est-ce qu'on vient utiliser, par exemple, une école. Est-ce que on pourrait pas envisager le soir de l'utiliser de manière différente et multiplier les usages? Et l'un des autres axes du rapport, c'est notamment la question de la construction, mais cette fois avoir une construction qui a un impact le plus minimal possible sur les sols. Donc pour ça, on pense notamment à la densification qui peut se faire au sein de l'enveloppe urbaine. Donc on va venir éviter de construire en extension et de consommer de plus en plus d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais on a aussi la question de la réhabilitation des friches qui peut être également un autre levier. Enfin, l'une des choses sur lesquelles on est venu se concentrer, c'est notamment les outils liés à la maîtrise des prix pour pouvoir produire du logement abordable. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de se concentrer principalement sur les deux premiers leviers. Notre rapport propose environ une quarantaine de propositions et de recommandations politiques que l'on porte dans différents projets de loi. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi d'en sélectionner quelques-uns, peut-être les plus parlants ou ceux que, dans lesquels il y a un gisement de potentiel assez intéressant. Donc pour commencer, je vous propose notamment de venir s'intéresser à la question des logements vacants. Les logements vacants qui représentent une part assez conséquente des logements en France, puisqu'environ 8% du parc total de logements est constitué de logements vacants, et qu'en fait ce nombre ne fait qu'augmenter. Donc on le voit assez bien sur le graphique de gauche, c'est la ligne rouge sur les logements vacants. En fait, on se rend compte que le nombre de logements vacants augmente environ 2 fois plus vite que le nombre total de logements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on vient construire du logement, en fait, il y en a une partie de la construction qui vient pas répondre aux besoins des habitants, mais qui vient aussi alimenter la question du logement vacant. Et donc, ça pose assez question de comment est-ce qu'on peut réussir à remobiliser ces logements vacants et également pourquoi ces logements sont vacants. Donc, en fait, lorsqu'on s'intéresse aux facteurs de la vacance, donc pour bien comprendre quelles sont les causes de la vacance,
on se rend compte que une grande partie des logements sont vacants en raison de la mauvaise qualité de ces logements. Donc, c'est par exemple des passoires énergétiques, mais aussi des logements qui sont insalubres et qui donc ne peuvent pas être remis sur le marché tout de suite. On a aussi des logements qui sont vacants en raison de leur localisation. Parfois, c'est simplement des logements qui sont dans des zones où il n'y a pas de demande, il n'y a pas forcément une augmentation démographique et donc du coup, ils ne trouvent pas preneur, mais ça peut aussi être des logements qui se retrouvent à proximité de zones de nuisance, donc par exemple d'usines ou d'endroits polluants. Et donc, pareil, il n'y a pas de demande particulière. Et enfin, pour environ 20% des logements vacants, c'est en raison de la situation des propriétaires. Donc ça peut être par exemple soit des propriétaires qui adoptent des comportements spéculatifs et qui ne veulent pas remettre ces logements sur le marché, ou soit en raison de succession. Et donc on n'a pas, ces logements ne sont pas encore remis sur le marché. Donc l'une des pistes que l'on a étudiées dans ce rapport, c'était notamment la question de la taxation. Donc actuellement, il y a une taxation qui existe sur les propriétaires de logements vacants, mais ce que l'on peut déplorer, c'est qu'en fait, elle vient frapper de manière indifférenciée les propriétaires de logements vacants et elle vient pas en fait analyser de manière fine la situation des propriétaires, qui en fait ne vont pas avoir les mêmes leviers pour remettre ces logements sur le marché. Donc, je m'explique. On a, par exemple, des propriétaires modestes pour qui la question, c'est pas forcément l'incitation à remettre le logement sur le marché, mais c'est plutôt le fait que euh, les logements sont de trop mauvaise qualité et que le coût des travaux est trop important pour eux. Et donc, ils n'ont pas de possibilité de réhabiliter le logement. Donc pour nous, il faudrait mieux avoir une taxation qui soit assez minimale pour ces propriétaires-là et plutôt renforcer en fait les aides à la rénovation et notamment diminuer le reste à charge pour les inciter à remettre ces logements sur le marché. À l'inverse, il y a des multipropriétaires de logements vacants qui, eux, ont plutôt un comportement spéculatif et pour lequel il serait plus intéressant d'augmenter le taux. Donc nous, on propose notamment une taxation progressive en fonction du nombre de logements vacants qui sont détenus par les propriétaires et donc dont le taux augmenterait plus vous avez de logements vacants. Voilà, c'est l'une des premières pistes de solution que l'on propose. Donc, ça, c'est sur la partie des logements vacants. On a également la question des résidences secondaires qui correspond aussi à un gisement potentiel assez important. Donc, on le voit sur la carte de droite. Donc, en rouge, vous avez les zones où sont concentrées le plus de résidences secondaires. Donc, c'est notamment les zones littorales, les métropoles et la région alpine avec des résidences secondaires qui augmentent. On est à quasiment 10% en fait du parc total de logements qui est constitué de résidences secondaires. Donc, de la même manière, c'est cette proportion importante de résidences secondaires, elle pose problème. Elle pose problème notamment pour les personnes qui travaillent et qui souhaitent se loger et pour lesquelles l'offre se réduit et avec des logements de plus en plus chers et qui donc s'installent en périphérie. Et donc, on continue en fait à alimenter le système de l'extension urbaine et de la construction de logements. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions qui peuvent être développées. Nous, on préconise à la fois sur le même système que les logements vacants, une taxation progressive en fonction du nombre de résidences secondaires qui sont détenues. Et on propose également d'autres systèmes, notamment pouvoir mettre dans les PLU des servitudes de résidence principale. Donc c'est-à-dire définir des zones dans ce document où en fait ce seront uniquement des résidences principales qui pourront être construites ou utilisées et on ne permettra pas l'utilisation de résidences secondaires dans ces zones-là. Donc là encore, c'est une manière de venir encadrer ce phénomène. Et donc l'une des dernières propositions également sur ce point-là, donc comment réutiliser les bâtiments déjà existants, c'est aussi la question de la sous-occupation des logements. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui nous était venu à l'origine, c'est plutôt les collectivités qui nous en ont parlé assez fréquemment. Donc, dans la quasi-totalité des entretiens qu'on a menés, l'une des préoccupations qui est revenue, c'est en fait le fait que de plus en plus de personnes se retrouvent dans des logements trop grands pour eux. Donc on le voit assez sur ce graphique. En réalité, la plupart des gens, donc 43% des ménages français, occupent des logements enfin, qui ont plus de pièces que nécessaire. Et ce phénomène, il touche particulièrement les personnes âgées. Donc ça, on peut le comprendre assez aisément. C'est lié notamment au parcours de vie. Les enfants qui partent du domicile,
le conjoint ou la partenaire qui décède et donc des personnes qui potentiellement se retrouvent seules dans des logements inadaptés. Et en fait, ce phénomène, il vient aussi contribuer aux besoins de production de logements, puisque ces personnes, elles occupent des grands logements familiaux qui pourraient servir à des familles qui viennent s'installer, et donc elles alimentent le besoin de grandes surfaces et de grandes maisons ou appartements. Et l'une des solutions que l'on trouve à ça, c'est notamment de proposer en réalité une offre de logement abordable, une offre de logement, de petits logements qui soient notamment en rez-de-chaussée pour faciliter les, euh, les problématiques liées à la perte d'autonomie. Euh, Lors des échanges qu'on a pu avoir avec les collectivités, on s'est rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne partaient pas de ces grands logements, donc au-delà évidemment de l'attachement affectif au logement ou de l'habitude du cadre de vie, c'est aussi par le manque d'offres de petits logements. Et donc, l'une des solutions serait notamment d'augmenter le fonds vert et de dédier, de faire une catégorie dédiée en fait à l'expérimentation de ce genre de petits logements, de logements aussi un petit peu peut-être novateurs sur de l'habitat intergénérationnel, de l'habitat participatif, des résidences en béguinage solidaire, pour en fait développer toute une nouvelle offre de résidences. Attention, Félix, il te reste 2 minutes. Pas de problème. Et donc, le dernier axe que je souhaitais vous présenter, c'était notamment la question de comment réussir à produire du logement en construisant, mais cette fois en construisant en ayant un impact limité sur les sols. Donc, c'est notamment la question de la densification. Une densification que l'on souhaite qualifier de densification douce. Une densification qui se fait en respectant les différentes trames écologiques et le cadre de vie des habitants. Donc l'objectif, évidemment, c'est pas de surdensifier les zones qui sont déjà très densifiées, mais c'est pour les collectivités de venir construire des projets de territoire avec les habitants, avec les aménageurs, pour leur proposer parfois de la surélévation, donc augmenter d'un étage des bâtiments ou construire justement des sous-sols pour le parking, par exemple, et également de la densification horizontale, donc de réutiliser des espaces dans les jardins pour produire de nouveaux pavillons ou réaménager les trames existantes. Et donc pour ça, il y a des estimations qui ont montré que si on réussissait à mobiliser 1% des propriétaires, on pourrait produire environ 90 000 nouveaux logements par an. Donc c'est quand même assez important. Et pareil pour la densification verticale, euh, une startup a montré qu'on pourrait réussir en moyenne à augmenter environ 3 à 5% du bâti des villes. Et donc pour conclure sur ces différents leviers, je souhaitais simplement aborder la question du logement social parce qu'on entend assez souvent des communes qui pourraient dire que il n'est pas possible de répondre à la fois aux objectifs de la loi SRU, donc d'atteindre les objectifs de production de logements sociaux, et en même temps de venir limiter l'artificialisation des sols. Pourtant, nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'au contraire, le logement social, c'est vraiment la clé pour produire du logement tout en protégeant les sols, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le logement social, c'est principalement du logement collectif. Et le logement collectif, c'est beaucoup moins d'artificialisation que les logements individuels. Mais aussi parce que le logement social, en fait, a des caractéristiques qui font que ces logements sont beaucoup moins vacants. C'est quasiment la seule manière de s'assurer que ce seront des habitats qui seront pour de la résidence principale et pas pour de la résidence secondaire. Et également de s'assurer que c'est plutôt, enfin, vu que c'est les bailleurs sociaux qui ont pour obligation de rénover ces bâtiments, qu'en fait, il y a moins de blocage sur la qualité de ces bâtiments que dans le parc privé. Et enfin, c'est aussi des bâtiments qui sont souvent construits en densification dans les trames urbaines et qui en réalité artificialisent assez peu. On retrouve sur la slide notamment marqué que 87% de la production HLM en Île-de-France s'est fait en recyclage de friches, en renouvellement urbain, et donc ça ne vient pas contribuer à alimenter l'artificialisation des sols. Voilà. Merci beaucoup, Félix.